Bon, ici, on est tout d'abord le 22 janvier 2019. Sachez qu'aujourd'hui, il a neigé dans toute la Belgique. Et voilà, on attendait la neige avec impatience. Et la voilà arrivée. Ils disent qu'il y a un certain phénomène assez connu, phénomène vortex, qui fait qu'il y a un gel généralisé et donc un froid. De toute façon, peu importe le type de phénomène que l'on a, on est en hiver, donc la neige est attendue depuis un certain moment, hein, depuis le début de l'hiver. Et donc on vient d'avoir l'apparition, je veux dire, des premières neiges qui peuvent tenir un tout petit peu. Parce que c'est vrai que la semaine passée, on a eu déjà de la neige, mais cette neige n'a pas tenu, puisqu'elle c'était considérée comme de la neige fondante, ne tenant pas au sol. Euh, voilà. Et ici, bon, on a une arrivée, je veux dire, d'une instabilité avec du froid, un certain froid qui donne de la neige. Voilà, ceci étant dit, pour la journée d'aujourd'hui, le 22 janvier 2019, je vais voir un cas particulier, enfin, je vais voir ce qu'on appelle euh, des ondes mécaniques à une dimension, dont notamment la perturbation qui va créer, si vous voulez, une onde dite transversale. Alors ici, le but de la vidéo ici n'est pas déjà de mettre toutes les équations pour éviter, je veux dire, l'incompréhension, je veux dire, euh, voilà, du développement, mais arriver déjà à un processus de, de compréhension au travers des hypothèses de départ et arriver, je veux dire, à un certain stade. Je ne veux pas dire au stade final de l'étude de la propagation, mais au moins à une grande partie qui va nous élaborer une équation, je veux dire, dite toute faite pour, on va dire, pour la suite de l'étude des ondes transversales. Alors, quand je dis ondes transversales, je vais partir à partir d'un système qui n'est pas parfait. Je vais prendre la corde. Bon, une corde n'est pas un système parfait parce que si j'émets une perturbation, ce qu'on appelle une perturbation, au point, à l'origine ici, si je mets une perturbation transversale, bien sûr, elle est transversale, hein, je vais secouer la corde ici, puisque ça c'est considéré comme une corde, c'est ma corde. Au point O, j'établis ce qu'on appelle un phénomène d'excitation ou un phénomène d'ébranlement ou encore un phénomène de perturbation. Perturbation. Pourquoi tous ces mots-là? Parce qu'en fait, au départ, il y avait ce qu'on appelle un équilibre de la corde. Elle était, je veux dire, stable. Hein. Voilà, on va créer, si vous voulez, une instabilité. Et cette instabilité va se propager. Euh, mais l'instabilité est créée au point O. Mais elle va se propager naturellement. Mais s'il s'agit d'une corde, vous comprendrez bien qu'on a un phénomène de propagation qui va s'atténuer, hein, fatalement, parce qu'on n'a pas affaire à un phénomène qui va... euh, c'est un phénomène dit naturel ici. Hein. Donc fatalement, on va avoir euh, une perte du phénomène qui va faire en sorte qu'on n'aura pas l'excitation qui va être réellement engendrée en tout point. Pour qu'il soit engendré en tout point, vous aurez compris qu'il faut un système euh, quasi parfait, qui va atténuer le moins possible la perturbation. Et donc, il faudra une excitation ou un ébranlement ou une perturbation, si vous voulez, qui n'est pas naturelle, mais qui est fabriquée, c'est-à-dire artificielle. Voilà. Il faudrait une perturbation artificielle pour dire d'avoir le phénomène qui, qui ne perd pas ou qui perd au minimum de son ampleur parce que les systèmes idéaux j'en ai déjà parlé, n'existent pas. On a toujours des pertes. On a toujours des pertes et voilà. Dans les systèmes idéaux, on a toujours des pertes. Donc, fatalement, moi, je prends un système naturel et je ferai en sorte comme si j'avais un système artificiel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de perte. Voilà. Donc, je vais dans un système idéalisé. Idéalisé, c'est-à-dire que je prends une corde et la corde va faire ceci. Or, ce n'est pas vrai, bien sûr. Hein.
Donc, je vais idéaliser la corde comme quoi, bon, elle n'a pas de perte de phénomène tout au long de son trajet. Donc, ici, je prends une corde comme pour faire mon étude des équations que je vais élaborer. Donc, on va ébranler la corde, créer une excitation, je veux dire, en un point, et on aura bien sûr le phénomène d'une onde transversale, c'est-à-dire qui va se propager, bien sûr ici idéalisé, comme je vous ai dit, il n'y a pas de perte, avec une certaine vitesse v de propagation. Bon, je suppose qu'au départ, avant l'excitation, mais que j'ai une corde physique, hein, une corde, hein, on a une corde, voilà, et que cette corde, ben, je vais la considérer tendue. Je vais la considérer tendue. Donc, il existe dès le départ des tensions que je vais appeler par deux vecteurs force que je vais appeler T0 dans ce sens-là et T0 dans ce sens-ci. Voilà, ça c'est quand la corde est tendue. Hein, à l'origine elle est tendue, donc j'ai de force T0 comme ceci. Bon, si je prends ça, j'ai pris un segment de corde. Hein, j'ai pris un segment de corde et je sais bien qu'il y a des tensions qui sont relatives bon, à ce segment de corde et que cette corde est tendue, si vous voulez, à l'équilibre. Bon. Alors, je vais prendre l'hypothèse de départ que cette corde a ce qu'on appelle une masse linéique. Hein, une masse linéique, c'est-à-dire en kilogrammes, non pas par mètre cube, mais en kilogrammes par mètre. Là, un nombre de kilos par mètre, si vous voulez. Voilà. Et elle est à l'équilibre, bien sûr, et la force à l'équilibre est, si vous voulez, la tension que l'on retrouve aux extrémités, qui sont T0, dirigées dans les sens qui sont donnés comme ceci. Bien sûr, il y a un équilibre entre, voilà, c'est deux fois T0 parce qu'ils sont équilibrés. Ils sont en équilibre. Bon, et là, on va discuter parce qu'il y a plusieurs manières d'aboutir aux équations de, comment on appelle ça, que je vais élaborer, hein, plusieurs manières de faire. Mais, bon, comme on va parler l'onde transversale, on va supposer que la corde tendue au départ va subir une perturbation. Bien sûr, de courte durée. Hein. Ce que je vais appeler l'émission d'un signal. Ça peut être l'émission d'un signal. Et donc, ce signal, on va dire, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de phénomène artificiel. Si je considérais un signal, bien, ce signal va se propager tout le long de la corde. Bien sûr, en tout point de cette corde, qui va bien sûr se soulever verticalement. Puis bien sûr, vous comprendrez que quand elle se soulève verticalement, comme ceci, mais elle reprend sa position par après. Hein, si on étudie voilà, à différents instants t, j'aurai l'instant t1, l'instant t2, l'instant t3. Mais quand, pour passer de l'instant t1 à t2, mais ici, ce phénomène-ci est revenu à sa position initiale. Quand on est en T3, mais ce qui était en T2 en tant que qui était perturbé en T2, mais il est revenu à sa position initiale. Voilà. Et donc, on a ce qu'on appelle une certaine vitesse de propagation facilement calculable par les formules. Bien sûr, V est égal à l'espace sur un temps. Voilà. On peut trouver les vitesses de propagation au travers de l'espace parcouru par rapport au temps voilà, entre deux points. Entre deux points. Voilà. Bon, je sais pas si on a vu, parce que c'est vrai que. Ouais. Bon, je répète parce que je sais pas si on a vu ce que j'avais écrit. Bon, donc si j'ai une perturbation, en T1 j'ai ceci. Voilà en T1, ma perturbation
va se soulever, la corde va se soulever ici. Voilà. Ensuite, en T2, la corde va se soulever là-bas. Par exemple, T2, c'est un instant un peu plus éloigné. T3, supposons que je le prenne ici. Ben, il va faire comme ceci. Et donc, bien sûr, plutôt. Donc, il n'y a pas d'atténuation de phénomène. Donc, je considère que c'est un phénomène idéal, si vous voulez. Donc là, j'aurai la même amplitude. La même amplitude ici. Si ce n'est que le phénomène va se propager de proche en proche et que quand le phénomène de perturbation se passe en T2 et qu'on associe en T2, eh bien sûr, la corde est revenue à sa position initiale juste avant. Le phénomène, si vous voulez, se passe de proche en proche, en différents points de la corde. Et bien sûr, quand il se passe en un point, en un instant T, eh bien, tout ce qui est précédemment est revenu à sa position initiale. Donc il n'y a plus de perturbation. La perturbation est terminée. La perturbation se communique et, si vous voulez, se déplace. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors ça, j'ai pas encore fait limite de perturbation dans mon cas de figure s'il n'y a pas de perturbation. Supposons que j'émette une perturbation à un instant T et qu'on se retrouve avec voilà, la corde qui fait ceci. Bon, j'enlève le vecteur ici en attendant pour dessiner ma corde. Voilà, ma corde fait ceci. Donc, ma corde ayant une certaine masse linéique ρ0, et quand on sait bien que la masse volumique ou linéique, peu importe, je veux dire, est fort importante dans les phénomènes voilà, ultrasonores ou voilà, des ondes, hein, on ne peut pas négliger la masse linéique, la masse volumique d'un corps quand on parle d'onde. On ne peut pas la négliger parce que c'est un phénomène intrinsèque, je veux dire, à la perturbation. D'ailleurs, on va le voir d'ailleurs. Bon, donc ici, si on associe, là j'ai une certaine distance. Mais vous comprendrez que si j'ai une perturbation, enfin il faut que je la dessine mieux que ça. Bien voir le phénomène. Supposons qu'il va commencer à descendre ici. Voilà. Voilà, ça c'est ma corde. Alors je l'ai mal dessinée, c'est vrai qu'elle n'est pas censée devenir plus grosse, mais enfin bref. Voilà. Donc ça c'était au départ, si je considère un segment, mais si je considère ce même segment quand il y a la perturbation, mais regardez bien que là, ce segment va devenir ceci. Voilà. Est-ce que le segment est le même? Bien sûr que non. Parce que si j'appelle ce segment-là I, et là c'est un segment de droite, oui, mais ça c'est, je veux dire, j'appelle segment une partie de corde. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est pas, j'appelle pas ça segment de droite, mais je veux dire, ici c'est un segment de droite pur. Mais là, ce n'est plus un segment de droite. Hein, voilà, il s'est allongé, ce segment s'est allongé, il est devenu courbe. Il est devenu courbe, mais on va dire c'est un segment de courbe. Là, c'est un segment de droite, là, c'est un segment de courbe. Mais celui-ci, le segment de droite, le segment de courbe s'est allongé par rapport au segment de droite. Donc, le J, la partie J, qui est le segment de courbe, s'est allongé là, par rapport à I. Bon, et ça, c'est la première chose qu'on peut se dire quand on a un phénomène, voilà, pour étudier les ondes longitudinales. C'est une des premières hypothèses qu'on peut voir, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres manières de démontrer les choses, mais moi, je vais le démontrer à partir de ça, qui est une des méthodes assez simples pour démontrer. Démontrer quoi? Vous allez le voir tout de suite.
Je vais pas écrire directement les équations de propagation, mais vous allez voir sur quoi on va aboutir. Et sur quoi font référence, je veux dire, en gros, les phénomènes de, comment on appelle ça, d'ondes transversales. Bon, donc ici, on a bien une tension T0. C'est déjà la première chose qu'on a comme hypothèse, mais c'est qu'on a ρ0, hein, la masse linéaire de la corde de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des tensions de la corde quand elle est tendue. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, on a un segment de corde. Et là, on a un segment de corde, un segment d'arc de corde. Hein, d'arc, c'est un arc, c'est plus un segment de droite, c'est un arc. Mais c'est un arc d'une corde, ce qu'on appelle une corde ici. Bon, j'appelle la corde ceci, c'est pas une corde de cercle, c'est une véritable corde, voilà, pour ainsi dire. Bon, mais si c'est allongé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu quelque chose de très spécifique. C'est qu'en fait, on a eu, quand on a l'étirement, c'est qu'on a eu des tensions. Voilà, c'est qu'on a eu des tensions. Bon, voilà, je vais mettre voilà, un vecteur tension T2 ici et un vecteur tension T1. Vous voyez, les tensions ne sont plus les mêmes parce qu'il s'est distendu, puisqu'il s'est allongé, il s'est distendu. Voilà, donc on a un phénomène voilà, on va dire d'étirement. Donc s'il s'agit d'étirement, qu'est-ce qui a provoqué cet étirement? Mais ce sont des tensions T1 et T2 qui ne sont plus les mêmes qu'à l'équilibre, puisque à l'équilibre, on maintenait un certain longueur de segment grâce à des tensions internes T0 à l'équilibre, alors que maintenant on a des tensions supplémentaires T1, T2 et qui vont faire en sorte que la corde va être tirée. Et là, on n'est pas à l'équilibre, fatalement. Là, cette corde est à l'équilibre, voilà. Et là, cette corde est en déséquilibre. Bon, en équilibre, on a des forces T0, mais en déséquilibre, on a des forces T1, T2. Voilà. Force, quand j'appelle force, c'est les tensions sur les cordes. Voilà, donc ça, c'est la première donne. Voilà qu'on est parti sur une histoire de tension de corde. Il n'y a que ça, en fait, bien sûr, et avec le ρ0 qui est connu de la corde, la masse linéaire de la corde qui est connue. Donc, nous voilà partis sur un phénomène de calcul de tension de force. Bien sûr, il y a encore une autre donne que je n'ai pas pris en compte. Je vous ai dit tout à l'heure que le phénomène va se passer où? De proche en proche, mais à des instants bien déterminés. 61, hein. En T2, j'ai une position X2. En T1, j'ai une position X1. En T3, j'ai une position X3. Et ici, vous allez me dire, on est où? En T1, T2, T3? Ben, on a un instant T, peu importe, voilà, on a un instant T. Donc, c'est un phénomène dépendant du temps, fatalement, parce que il va parcourir une certaine vitesse de propagation. Donc, fatalement, on a qui dit vitesse dit espace, et temps. Dit espace et temps. Voilà. Bon, qui dit temps, ben, dit la notion de grandeur temps, T. Donc, cette notion T, bon, ce phénomène-là a lieu, je l'étudie à un instant T, peu importe où il se trouve, c'est un instant T. Mais c'est un paramètre que je dois tenir en compte. Donc, c'est un phénomène qui est dépendant du temps. Voilà, il est dépendant, si vous voulez, du temps. Bien sûr, vous allez comprendre qu'il va être aussi dépendant de l'espace, effectivement. Bon, maintenant, il est dépendant du temps. On sait bien qu'il est dépendant du temps. Mais comment pourrais-je montrer qu'il est dépendant de l'espace? Ben, voilà la notion d'espace qui intervient. Parce que j'ai un phénomène de vibration, un phénomène de propagation, un phénomène, je veux dire, un phénomène qui va avoir quoi? Variation d'espace par rapport au temps. Ce phénomène n'a pas lieu en un endroit, il a lieu partout. Partout, en tout endroit de la corde. Donc il y a la notion d'espace. Bon. Comment faire intervenir la notion d'espace là-dedans? Ah, ça c'est déjà
une donne très importante. Bien, la notion d'espace, ici, bien sûr, j'étudie ce qu'on appelle une onde unidimensionnelle, c'est-à-dire une onde à une dimension, parce qu'il existe les ondes tridimensionnelles, à 3 dimensions. Moi, ici, c'est une onde à une dimension. Bon, l'onde, pour étudier cette onde-là, comment vais-je placer mon repère pour représenter, si vous voulez, ces fameux espaces unidimensionnels parcourus par l'onde? Comment? Eh bien, moi, je vais mettre tout d'abord un axe, ici, que je vais appeler X. Voilà, un axe X. Mais l'axe X, le phénomène va se reproduire en tout point X de mon, comment on appelle ça, de mon axe. Il va se reproduire mon axe qui est bien sûr sur la corde. Hein, vous comprendrez que j'ai pris comme axe l'axe X est sur la corde, la même direction que la corde. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour étudier la perturbation qui a lieu en tout point X. Pourquoi? Parce que c'est bien d'étudier en tout point X, mais il faut voir aussi la perturbation en Y. En Y, parce qu'il y a aussi, on va dire, un phénomène qui va se produire au niveau transverse, au niveau transversal. Voilà. Donc il faut que, d'office, ce qui va m'intéresser ici, c'est la verticalité. Verticalité. Bon, comment écrire les équations sur la verticalité par rapport à une position? Mais la verticalité, bien sûr, va me donner la force engendrée, hein, par rapport à une position. Quelle est la force engendrée sur une verticalité par rapport à une position X donnée? Ah ouais, c'est subtil, hein, c'est subtil. Donc vous voyez les paramètres, tous les paramètres qui sont en jeu. Si vous n'entrevoyez pas tous ces paramètres qui sont en jeu, vous n'allez pas comprendre ce phénomène d'onde transversale. Vous n'allez pas comprendre ce phénomène d'onde transversale. Attention que j'ai pris une corde. Hein, une corde, c'est-à-dire qu'ici j'ai affaire à des tensions. Mais si je prends un signal, bon, on ne parlera pas de tension, on parlera de tension de corde, fatalement, puisque j'aurais pas j'aurais pas de corde, j'aurais peut-être un signal électrique ou quelque chose comme ça. Donc ici, fatalement, comme je parle de corde, je parle de tension, donc je parle de force. Donc ce qui va être en Y, c'est une notion de force. Ce qui va être en X, c'est une histoire de position, mais attention que derrière tout ça est cachée une notion de temps, parce qu'en fait, il y a un phénomène qui va circuler, c'est-à-dire avoir une certaine vitesse. La corde, quand elle va s'ébranler, va avoir une certaine vitesse de propagation. Donc, j'ai une notion de temps, mais à la base, j'ai une corde, et donc, comme dans tout phénomène vibratoire, il faut prendre la masse volumique, masse linéique. Ici, je dois prendre la masse linéique parce que la corde est considérée comme une ligne. Voilà. Donc, à partir de là, je peux commencer à faire mes équations. Et c'est ça que je vais chercher comme équation. Je vais chercher quelle est la force engendrée au niveau transversal tout le long de, je veux dire, tout au long de la position, tout au long des positions X à un instant donné T. Eh bien, une fois que ceci a été mis en place, il est facile, aisé de trouver les tensions. Pourquoi? Parce qu'ici, il existe, on sait bien tout d'abord que la force F, que vaut la force F? La force F provient de l'équilibre de deux forces, hein, qui est T2 plus T1. Là, on avait T0 parce que c'était à l'équilibre. Maintenant, on a un déséquilibre qui fait que T2 et T1 ne sont pas le même. Mais on sait bien que T2 plus T1, ça fait la force résultante. Bien sûr, à l'instant T. Hein. Attention que c'est un phénomène
dépendant du temps, ça vous aurez compris, c'est un phénomène dépendant du temps. Donc c'est f, si vous voulez, je dois écrire f de t. F de t, c'est égal à un moment donné, si je fais un instantané à un moment donné, mais j'ai une tension T1 et une tension T2, et que la somme des deux tensions, ben, c'est F dépendant du temps T. Alors maintenant, est-ce que je vais projeter sur X ou sur Y? Vous aurez compris que c'est pas sur X, puisque X c'est la position à un instant T, voilà, de la perturbation. Par contre, c'est sur Y, parce que Y va me donner les forces, la projection de la force F sur un axe Y. Donc, si vous voulez, je vais rechercher F de YT. Voilà. Et là, on n'a plus une notion vectorielle, puisque c'est une projection. C'est une projection, c'est plutôt, je veux dire, voilà, j'aurai T1 ici, T2 là, et bien sûr, la somme de T1 plus T2 fera F de YT. Voilà. Bon, mais il faut, pour ça, pour trouver F de YT, il faut que je projette T1 et T2. Bon. Alors, la projection dépend, bien sûr, il faut connaître un angle. Alors, si je dis que par rapport à l'horizontale, j'ai un angle ici alpha 1, et ici j'ai un angle alpha 2. Voilà, voilà les angles. Hein. Alors, est-ce que connaissant l'angle alpha 1, alpha 2, est-ce que je sais trouver la projection ici? Ben oui, c'est un triangle rectangle. Connaissant alpha 2 ici et T2, je sais trouver, connaissant l'angle alpha 2 et T2, je sais trouver alpha 2. Comment? Ben ici, si j'ai le triangle A, B, C, j'aurai côté, ce qui m'intéresse c'est AB. Donc si j'écris AB, côté, c'est le côté opposé, hein, côté opposé ce serait AB, la mesure du côté opposé sur la mesure du côté, sur l'hypoténuse, AC. Ça, l'opposé, on sait bien que l'opposé, côté opposé sur l'hypoténuse, mais c'est le sinus. Sinus de quoi? De alpha 1. Voilà, c'est sinus alpha 1. Ici, j'ai un petit problème, je vais régler ça tout de suite. Voilà. Donc AB vaut quoi? Mais AB, si vous voulez, c'est la composante de T1, du vecteur T1, sur l'axe Y. T1. Donc ici, T1 deviendra, bien sûr, AB, qu'est-ce que c'est? AB, c'est la composante T1. Et AC, qu'est-ce que c'est? C'est la norme de... non, ce que je suis en train de chercher, T1, T1, ça c'est T1 de Y. Voilà. Donc c'est T1 de Y. Voilà, et AC c'est quoi? Ben, c'est la norme de T1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Si j'ai T1Y sur T1 égale sinus alpha 1, égale à sinus alpha 1, je peux dire que T1Y, c'est T1 sinus alpha 1. Voilà. Et je peux dire la même chose pour T2Y. T2Y, ben, si je remonte ici, là, T2Y, on a le triangle ici. Donc on a
si je l'appelais ABC, je l'appelais CDE. CDE. Donc, ED, c'est T2 de Y. C'est la projection, ED, c'est la projection sur Y. Donc, T2Y, T2 de Y est égal à, enfin, on sait bien qu'ici, ED, on ne voit plus rien, ED, je vais noter ici, ED sur CE, voilà, ED sur CE, c'est égal au sinus de alpha 2. Bien sûr, en valeur absolue, hein. Ce sont, voilà. Alors, ED, c'est T2 de Y. T2 de Y. Et CE vaut la norme de T2. Voilà. Donc, que vaut T2 de Y? C'est T2 sinus alpha 2. Donc, c'est T2 sinus alpha 2. Voilà. Donc, que vaut F de Y de T? Mais F de Y de T, ce sera T1 de Y plus T2 de Y. Ou, si vous voulez, hein, à quoi correspond? Ce sera T2 de Y. Hein. Si je projette ceci sur Y, ça, c'est la projection sur Y, sur l'axe OY. Hein. Voilà, le O, l'origine est ici. Hein, T2 plus T1 fera T2 de Y plus T1 de Y. Or, T2 de Y, c'est quoi? Ben, je viens de le voir. C'est T2 sinus alpha 2. T2 sinus alpha 2. Voilà. Oui, ce que j'oubliais de vous dire, c'est que là, la projection de celui-ci sera T2 de Y sera positif. Hein, parce que sa projection, elle est comme ceci. Et celle-là, sa projection, elle est négative. T2 de Y est négatif en projection. Hein, donc, en fait, j'ai T2, comme il va dans le sens contraire de l'axe Y, bah ici, j'ai plus un plus, hein, j'ai un moins. Hein. J'ai T2 de Y qui est positif, moins T1 de Y qui est voilà, négatif. Donc, ce qui veut dire que j'ai T2 sinus alpha 2 moins T1 sinus alpha 1. Voilà. Donc, on va partir. Ça, c'est, on va justement voir que vaut cette force F de Y de T. C'est ce que je vais élaborer ici comme voilà, théorie concernant la force engendrée par rapport à la transversale en un point X, en un instant T donné. Donc, on peut écrire que je vais calculer à partir de ceci. Donc, F de Y de T, c'est T2 moins T1 sinus alpha 1. Voilà. Donc, et on va partir à partir de ça. C'est ça qui va être le point de départ pour élaborer la théorie des ondes transversales. Donc, c'est T2 sinus alpha 2 moins T1 sinus alpha 1. Bon, bah ici, je vais faire des hypothèses, si vous voulez, simplificatrices. Hein. Bon. Alors, pour ça, je vais dire que, comme hypothèse simplificatrice, voilà, que l'oscillation, je vais considérer une oscillation faible. Voilà. J'ai une oscillation faible. J'ai une faible oscillation. Qu'est-ce que ça va engendrer si j'ai une faible oscillation? Ça veut dire que on va avoir un alpha 1. Voilà, alpha 1 sera plus petit ici. Donc, étant donné que l'oscillation elle est faible, alpha 1 et alpha 2 seront plus petits. Ce qui veut dire que, supposons que je considère l'oscillation qui est faible comme ceci. Voilà. Je considère maintenant le segment ici. Vous voyez que T1 va devenir comme ceci.
et T2 va devenir comme ceci. C'est-à-dire que T1 et T2 vont se rapprocher de l'horizontale. Ils vont se rapprocher de l'horizontale. Bon, se rapprocher de l'horizontale, c'est se rapprocher de T0. Hein, si je me rapproche de T, voilà, c'est proche de T0. Bon, maintenant, ce qui veut dire que alpha 2, il est ici. Alpha 2, c'est l'angle entre l'horizontale et le vecteur T2. Il est petit. Et la projection sur X, la projection sur X vaudra T2. Bon, côté adjacent sur l'hypoténuse, donc le cosinus alpha 2 vaudra ce côté-là, qui vaudra T0, qui est proche de T0, qui se rapproche de T0. Justement, l'astuce, ce sera ça. C'est que ceci, T2 cosinus alpha qui représente ceci, côté adjacent. Le côté opposé, pour avoir la mesure sur l'axe OY, il fallait prendre le sinus. Pour avoir sur la projection sur X, c'est le côté adjacent. Et le côté adjacent, c'est le cosinus. Autant dire que T2 cosinus alpha va être proche hein, du fait que l'angle alpha s'est réduit. Puisque je considère une faible oscillation, le T2, je veux dire, se rapproche de l'horizontale. On a moins de verticalité, si vous voulez, au niveau de la tension. Mais on a plus d'horizontalité. Et si on a plus d'horizontalité, c'est que, je veux dire, on se rapproche de T0. Ça veut dire que T2 cosinus alpha vaudra environ, se rapprochera de T0. C'est mon hypothèse simplificatrice qui, grâce à mon onde qui est faible, ouais, j'ai plus d'horizontalité que de verticalité. Maintenant, si mon onde était considérée, ce n'est pas le cas ici, grande, on aurait une grande onde transversale, hein, bien à ce moment-là, c'est la verticalité qui serait plus grande que l'horizontalité. Voilà. Donc ici, on a T1 cosinus alpha 1 qui ça aussi la même chose, proche de T0. Sera proche de T0. Alors on aura presque le T0, mais ce ne sera pas... voilà. Donc ça, c'est mon hypothèse simplificatrice. Et à partir de là, je peux reprendre ceci. Donc, l'oscillation faible permet de dire que j'aurai T0 proche de T2 cosinus alpha 2 et T0 proche de T1 cosinus alpha 1. En d'autres termes, c'est de dire que voilà, T1, T2 cosinus alpha 2 et T1 cosinus alpha 1 sont proches et vaut environ tous les deux T0. Voilà, sachant ceci, mais je vais exploiter ceci pour le mettre là-dessus. Comment? Bon, n'oubliez pas cette hypothèse simplificatrice. Je vais faire intervenir le T2 cosinus alpha. Comment? Est-ce que je peux faire intervenir le T2 cosinus alpha à partir de ceci? Bien sûr que oui. Il est aisé. Parce que ça, c'est quoi? C'est fois T2 cosinus alpha 2 sur cosinus alpha 2 fois sinus alpha 2 moins T1 cosinus alpha 1 cosinus alpha 1 sinus alpha 1. Bon, mais T2 cosinus alpha 2, il vaut quoi? Je vais de le voir. T2 cosinus alpha 2 vaut environ T0. Et T1 cosinus alpha 1 vaut aussi T0. Voilà que j'exploite mes hypothèses. Mes hypothèses sont ici. C'est une hypothèse simplificatrice qui va me permettre de simplifier
et de trouver que vous la force transversale ou une faible oscillation, si vous voulez. Bon, maintenant, ça c'est de la trigonométrie. Hein. Sinus sur cosinus, c'est la tangente. Sinus sur cosinus, c'est la tangente, si ce n'est qu'ici j'ai alpha 2, là alpha 1, alpha 2. Donc, ce qui voudrait dire que ici j'ai T0 tangente alpha 2 moins T0 tangente alpha 1. Que me permet de faire cette hypothèse simplificatrice? Mais de permettre de mettre T0 en évidence et d'avoir tangente alpha 2 moins tangente alpha 1. Voilà que vaut cette force F de Y de T. Alors, pourquoi je passe en tangente? Voilà la big question. Pour ça, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est cette équation-là. C'est la plus importante de toutes. C'est la plus importante de tous. Voilà, cette équation-ci est la plus importante de toutes. Donc, tout le reste ne m'intéresse plus. Tout le restant ne m'intéresse plus. Par contre, ceci ne m'intéresse plus. C'est un développement pour arriver, si vous voulez, à une petite oscillation. Et quand on a une petite oscillation, si vous voulez, que f de yt est égal à t0 tangente de alpha 2 moins tangente de alpha 1. Voilà. Bon, mais quelque part, les angles ne m'intéressent pas du tout. Hein. Voilà, j'ai une histoire d'angles, mais comment faire disparaître mes angles et de parler d'autres paramètres plus intéressants? Là est la question. Bon, pour ça, eh bien, on va faire apparaître certains paramètres qu'on utilise en analyse, notamment des éléments infinitésimaux. Notamment la tangente. On sait bien que la tangente alpha est tout simplement la limite quand delta x tend vers 0, de quoi? Mais de delta y sur delta x. Ça, c'est bon, les théories sur les dérivés qui disent ça. Hein. C'est les théories des dérivés. Les théories des dérivés disent ceci, que la tangente en tout point d'une courbe, là on a bien une courbe, hein, puisque la courbe ici elle est courbée, eh bien, la tangente en n'importe quel point, ben, c'est delta y sur delta x. Voilà. Ouais, mais là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que Y est un phénomène qui dépend de quoi? Ben, il dépend. Y est un phénomène qui va dépendre de la position X, mais qui va dépendre, voilà, de la notion du temps. Donc il faut intégrer cette notion du temps dans ce phénomène vibratoire. Donc dans les alphas, si vous voulez, les tangentes alpha, comment intégrer la notion du temps dans les alphas? Bah, généralement en mathématiques, on ne met pas de notion de temps. On ne met pas de notion de temps. Quand vous faites des mathématiques, généralement vous avez les notions de delta. Voilà, c'est intemporel. Je l'ai toujours dit, quand vous faites de la géométrie, il n'y a pas de notion de temps dans la géométrie. Quand vous faites de l'analyse des études de fonctions, il n'y a pas de notion de temps, sauf si vous faites des notions vous appliquez des notions de mathématiques appliquées, voilà, à un domaine scientifique. Fatalement, là, vous allez retrouver des notions de temps. Mais généralement, les notions mathématiques, hein, définies telles que la dérivée, les théorèmes des accroissements finis, voilà, les maximums et les minimums traités, etc., se fait par rapport à des variables x, y, si c'est à 2 dimensions, et x, y, z, c'est à 3 dimensions. Il n'y a jamais la notion de temps qui intervient. La notion de temps, c'est une notion qui intervient en science.
en sciences. Les mathématiques sont intemporelles, parce que s'il fallait encore, en plus de ça, introduire les notions temporelles dans les mathématiques, ce serait, je veux dire, en n'en plus finir. Parce que quand on dessine un tracé géométrique, je veux dire, il n'y a pas de notion de temps. Tout est considéré comme étant figé. Alors, pourquoi il y a le paramètre temps? Temps ici, c'est parce que c'est un phénomène physique, rien d'autre. Et donc ici, on est en train de faire des mathématiques qui vont apporter une solution aux sciences physiques pour voir comment est l'allure de la force, hein, au niveau, comment elle va se retranscrire euh, au niveau de sa formule. Hein, de sa formule. Comment peut-on représenter la notion de force dans une oscillation transversale, si vous voulez, dans une oscillation transversale? Comment peut-on représenter la notion de force? Ben, c'est grâce à l'outil mathématique qui nous aide. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a une notion de temps. Et donc, il faut intégrer la notion de temps. Bon. Alors, les mathématiques disent quoi? Ben, ici, elles disent tout simplement que, bien que ce soit un phénomène spatio-temporel, hein, on va dire ça comme ça, c'est un phénomène spatio-temporel, c'est-à-dire qui définit un instant t, mais à une position x. Voilà. La perturbation évolue, elle évolue. Elle passe d'une position à une certaine autre position à un instant t. Voilà. Donc, les mathématiques disent que, tout simplement, quand on a deux variables, ben, on ne fait pas la dérivée par rapport à une variable, on fait la dérivée par rapport à deux variables. Bon, donc, c'est la dérivée de la position par rapport à deux variables. Voilà. Bon, et quelles sont ces deux? Et donc, quand on a des dérivées par rapport à des variables, ben, on fait ce qu'on appelle des dérivées partielles. Donc, on a une dérivée partielle par rapport à x, oui, je suis d'accord, mais par rapport à deux choses, mais par rapport déjà à la variable x, hein, par rapport à la variable x, et par rapport, bien sûr, au temps. Voilà. Et là, bien sûr, ça va donner une fonction qui est dépendante, bien sûr, de x. Donc, ça sera une fonction de x. Ouais. Si je dérive y par rapport à x, hein, partiellement par rapport à x, et y par rapport au temps, j'aurai d'office une fonction que je vais appeler, je ne sais pas moi, une fonction, alors on va l'appeler f. Je vais avoir une fonction f de x. J'ai d'office une fonction f de x. Donc, je vais dériver la fonction par rapport à y. Y par rapport, bien sûr, à... Bien sûr, quand je dis y, c'est tangente alpha. Hein. Voilà. Quand je dis y, c'est tangente alpha. Donc maintenant, la notion d'angle va disparaître. J'aurai une fonction tout simplement de x. J'aurai une fonction de x. Donc j'aurai plus d'angle. J'aurai une fonction de x. Bon, ce qui veut dire si maintenant j'ai une fonction de x, parce que si je dérive par rapport y par rapport à x, hein, si je dérive y qui est une j'ai y qui est une fonction de x, y est une fonction de x. Si je dérive par rapport à y qui est une fonction de x, je dérive par rapport à x, ben j'ai une fonction de x. Si j'ai y qui est une fonction du temps, je dérive partiellement cette fonction du temps par rapport à x, mais j'ai une fonction en x. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, j'ai une fonction en x que je dérive par rapport à x ou par rapport au temps. Hein, quand je dérive par rapport à x, j'aurai une fonction en x. Voilà. Donc, on sait bien maintenant que tangente alpha vaut ceci. Ah oui. Tangente alpha vaudra une fonction de x. Ah, mais ici, j'ai alpha 2 et tangente alpha 2, tangente alpha 1. Ben, ça veut dire que j'ai f de x2 et f de x1. Donc, comment puis-je écrire f de yt? Ben, c'était 0, f de x2 moins f de x1. Voilà. Donc, vous voyez que ça commence à se transformer, on commence à
éclaircir les choses hein, de plus en plus. Alors, étudions ce cas de figure-là, f de x2 moins f de x1. Bon, f de x2 moins f de x1 peut encore être transformé autrement par ce qu'on appelle le développement. Bon, tout d'abord, les accroissements finis, on finit par donner un développement de Taylor. Hein, si on se rappelle des accroissements finis, hein, qui est f de b est égal à f de a plus b moins a f de a, ça c'est la théorie des accroissements finis, plus 1 sur 2 factoriel, je vais l'écrire ici, plus 1 sur 2 factoriel, b moins a au carré, f de x2, f seconde de x2. Et c'est b moins a au carré, f de x2, bien sûr, x2 qui est compris entre a et b. Bon, ça c'est les accroissements finis qui nous disent ça. Qui nous disent ça. Voilà, et si je c'est les accroissements finis, hein. Et donc si je continuais le même procédé, hein, j'obtiendrais un résultat qui serait f de b, voilà. Donc j'aurais f de b est égal à f de a, plus b moins a bien sûr sur 1, f fois f de, fois f, ici c'est f' de a. Ici c'est f', je me suis trompé, ici c'était f'. Hein. L'accroissement fini, c'est avec f' de a, c'est f de a, f' de a, f seconde de a, etc. Et si je continue, mais je vais avoir 1 sur toujours b moins a, b moins a au cube, dérivée troisième, voilà, par rapport à une variable voilà, si je mets f de a, b moins a sur 1, f fois f' de a, plus 1 demi factoriel fois b moins a au carré, f seconde, ici je vais mettre a, ouais, plus, là je mettrai 3, ici quand on met 2, voilà, 1 tiers, b moins a au cube, f tierce de a, plus, et si je vais mettre une formule, je mettrai b moins a exposant, je mettrai 3 petits points, plus b moins a exposant n, f dérivée énième au point A, b moins a exposant n, là j'aurai 1 sur n factoriel, voilà, ici je mettrai x1, et x1 serait compris entre a et b. Voilà, et ça c'est le développement, si vous voulez, de Taylor. Voilà, et si j'applique, voilà, si j'applique ceci ici, je vais appliquer ça ici, bon, pour avoir f de x2 moins x1, f de x2 moins x1, donc j'écrirai que f de x2 est égal à f de x1. Alors là, je vais mettre x2 moins x1, x2 moins x1. Alors, là, f' de a, je vais appeler ça d dérivée de f de x par rapport à x.
Voilà. 1 demi factoriel x2 moins x1. Voilà. Au carré. Et là, dérivée seconde, voilà, ce serait d carré par rapport à x de f de x plus 1 sur 3 factoriel x2 moins x1 au cube, voilà, et d tierce d cube, voilà, sur dx de f de x, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Mais ici c'est 1 sur 1 factoriel. Hein. Voilà, sur 2. Voilà. Alors, on va se dire que on va négliger les termes du second ordre qui sont très petits. Voilà. On va négliger les termes du second ordre qui sont très petits. Donc, à partir d'ici, je peux supprimer tout ça. Et tout ce qui suit est très petit. Tout ce qui suit est très petit. Donc, il va rester quoi? Il va rester ceci. Voilà. Sur 1, 1 sur 1 factoriel, ça fait 1. Il reste ceci. Voilà. Donc, ce qui veut dire que f de x2 moins f de x1 c'est égal à quoi? À x2 moins x1, c'est ce que je vais appeler delta x, df de x, dérivé de x par rapport à x. Voilà. Donc, ici, revenons à mon bouton. F de x2 moins x, f de x1 peut s'exprimer comme delta x df de x sur dx. Donc, c'est la dérivée f de x2 moins x1, f de x2 moins f de x1, c'est delta x fois f de dérivée de f de x sur x, sur dx. La dérivée de, voilà, de x. Bon, maintenant, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce df de x? Ce qui me gêne, ici, il y a quelque chose qui me gêne, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ce df de x dx? Bon, si on se rappelle que on avait écrit tout à l'heure que tangente alpha, c'était égal à la limite quand delta x tendait vers 0 de delta y sur delta x. Or, là, on avait ça, c'était quoi? C'était la dérivée partielle de y, parce qu'il y avait deux variables, x et t, par rapport à x. Là, on avait dit que c'était une fonction de x. Voilà. Bon, maintenant, si je dérive f par rapport à x, mais ça revient à dériver, si je dérive ceci, ça revient à dériver ceci, qui fait 2 carré y de x t delta x. Voilà que vaut la dérivée première. Donc, par rapport à la fonction y, qui est fonction dépendante de x et de t, c'est des carrés x de t sur dx. Voilà. Donc, en fait, on peut écrire que on a t0 vaut ceci. Donc, d carré de y
x de t par rapport à x. Voilà. Et je dirais même que je vais remettre le delta x derrière, ce qui fait t0 fois ceci. Voilà que vaut f de y de t. Donc, si j'écris f de y de t, que vaut f de y de t? F de y de t vaut t0, la tension initiale, fois d carré y x de t, le tout sur tension qu'ici je me demande si je ne me suis pas trompé, j'ai oublié puisque c'est une dérivée seconde, donc c'est d carré y x de t sur d carré x. Voilà. Donc ce qui fait, bien sûr j'ai oublié mon carré ici parce que je dérive deux fois, voilà. Et ne pas oublier mon delta x. Et voilà que vaut l'expression de la force y en fonction du temps. Bon, pour une onde, bien sûr, pour une équation, c'est l'équation de la force, si vous voulez, quand on a une propagation d'une onde, si vous voulez, transversale. Voilà, une onde transversale. Voilà, et à partir de là, je peux discuter pour trouver, si vous voulez, l'équation des ondes transversales. Mais après, il faut tout d'abord trouver l'expression de la force de perturbation qu'il va avoir en un point X et en un temps T. Voilà, en un temps T où la perturbation se trouve en un point X et donc on peut retrouver la force développée dire pour une faible, bien sûr, oscillation parce que j'ai fait une hypothèse simplificatrice. Voilà, je vous remercie.